Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance du séminaire ISSMDA, un séminaire international d'analyse des discours numériques, des réseaux sociaux, un séminaire qui est porté par trois universités, Aix-Marseille Université, Université libre de Bruxelles, Université de Stockholm, et qui est soutenu par la Maison française d'Oxford. Je vais vous rappeler le format de la séance. Dans un premier temps, nous écouterons notre conférencier invité, le professeur Stefano Vicari. Sa présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Pour ceux qui sont à distance, qui nous suivent avec Zoom, je vous remercie par avance de bien vouloir couper votre micro et vous pourrez rallumer votre micro lorsque vous poserez une question. Donc, vous lèverez le doigt avec la main virtuelle et je vous donnerai la parole. J'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre conférencier, le professeur Stefano Vicari de l'Université de Gênes. Il est professeur associé de langue et traduction française au département de langue et culture moderne. Il est titulaire d'un doctorat de langue et traduction française préparé en co-tutelle entre l'Université de Brescia en Italie et l'Université Paris 13, désormais appelée Université Sorbonne Paris Nord. Il est membre de différents groupes de recherche internationaux, comme le groupe DREN. Je remercie Samuel pour sa présence aujourd'hui au séminaire. Et le groupe de recherche DORIF qui porte sur l'analyse du discours. Stefano Vicari est membre du projet Horizon Europe Awareness, Analysis of and Responses to Extremist Narratives, un projet coordonné par le professeur Julien Langui de l'université Cergy Paris Université. Stefano est membre de comités de lecture de plusieurs revues, comme Cahiers de Praximatique ou Lingue, Culture, Mediazioni. Il assure régulièrement l'évaluation d'articles pour diverses revues, comme Argumentation et analyse du discours, Études de linguistique appliquée ou encore les carnets du Cdiscours. Il a été conférencier invité dans diverses universités européennes. Il a été notamment professeur invité à Cergy Paris Université en octobre 2021 à l'invitation de Julien Langui, qui était alors directeur de la structure fédérative Institut des humanités numériques. Il a co-dirigé un grand nombre de numéros de revues, dont la publication la plus récente remonte à 2025 avec Karine Dutheil sur le thème « Discours institutionnels dans les médias sociaux, quelle transformation ?» pour la revue Synergie Italie. Il a publié plus de 60 articles, chapitres d'ouvrages et actes de colloques. Aujourd'hui, notre conférencier va aborder un sujet de recherche qui est très populaire actuellement, le discours mémologique. Je citerai deux ouvrages récents sur ce sujet. La monographie d'Albin Wagener, intitulée Mémologie, théorie post-digitale des mèmes, publiée en 2022 aux presses universitaires de l'Université Grenoble-Alpes, et l'ouvrage de Barbara Dancigier et Lieven van de la Notte, intitulé The Language of Memes, Patterns of Meanings Across Image and Text, publié en 2025 chez Cambridge University Press. Le séminaire ISSMDA a d'ailleurs consacré déjà une étude à l'analyse des mèmes en mars 2022 avec une conférence de Lieven van de la Notte de l'Université de Namur. Dans sa conférence d'aujourd'hui, Stefano Vicari va nous présenter un corpus de mèmes politiques. Sa conférence s'intitule « Les mèmes Internet entre procédés énonciatifs et formes brèves, quelle forme d'autorité ?» Stefano, nous t'écoutons. Donc, merci beaucoup, Grégoire. Je suis content de te retrouver presque notre première rencontre cette semaine. Et merci pour cette présentation que je ne mérite pas. Et donc, je suis content aussi d'être venu. Et donc, comme l'a dit mon collègue, aujourd'hui, je vous parle un peu de même Internet. On va voir un peu mon approche à l'étude de même Internet que vous connaissez. Moi, je pense comme objet culturel d'utiliser, que vous partagez sans doute dans beaucoup d'échanges avec les amis. Je ne t'entends pas à distance. Ah, ok.
Ah, ah, ok. Donc, il faudra peut-être est-ce que vous m'entendez si je parle maintenant? Oui. Bon, ok, merci Loïc. Oui, ok. Donc, je vous parle un peu, comme l'a dit déjà, comme l'a déjà dit Grégoire, un peu d'une étude sur le domaine Internet et en particulier sur le domaine politique. Et j'espère que ça va vous intéresser. Je vous prie de m'interrompre s'il y a des questions, s'il y a des notions que j'utilise et que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas claires. Parfois, je suis confus, donc vous m'interrompez, vous me dites, et, et je reviens. Donc, voici le plan de la communication de ce séminaire. On va d'abord voir un peu ensemble ce qu'on entend par même Internet, et puis on va voir en quelles études, on va faire un aperçu sur les études qui ont euh, observé l'influence des mèmes sur disons, dans le monde politique et sur les questions politiques et sociales. Et puis, on va proposer cette notion de partageabilité. Ce n'est pas une notion que je propose à moi, mais que je propose d'utiliser pour étudier les mêmes, pour vous montrer finalement que même si les mêmes correspondent à des objets sans auteur, hein, c'est presque l'incarnation de l'objet sans auteur, de l'œuvre sans auteur on, ils peuvent participer à la création de formes d'autorité, hein, qu'on appelle d'autorité sociale, qui sont en mesure de modifier un peu, d'influencer les attitudes et les opinions. Et en particulier, on va donc justifier cette partageabilité, cette autorité par l'analyse des postures énonciatives, donc des points de vue, et certaines caractéristiques formelles qui tiennent à leur brièveté, donc à la brevitas. Ok. Et puis, bon, on verra un peu comment elles circulent, ces analyses, et on a un peu des conclusions ensemble, hein. Le caractère, il ne voit pas comment on le prend sur il ne voit pas. Non, il ne voit pas. Parce que je vois. Voilà, c'est bon. Ah, donc je ne dois pas me mettre en modalité de présentation. Ok. Donc, on commence par définir ce que c'est quand même. Je vous ai mis, là, je vous demande d'intervenir finalement, parce que je vous ai mis certains exemples, italien, français, anglais, hein, et parce qu'en fait, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce qu'un mème, à votre avis, comment est-ce que vous pourriez définir un mème? J'aurais posé la question sur ah, ok. Je me demandais c'est quoi la différence entre un mème et un GIF, oui, voilà. Un GIF, c'est un format comme les images PNG, etc. Un mème, pour moi, c'est un multimédia, donc ça peut être n'importe quoi, une image, même une vidéo, un GIF, qui se propage sur Internet, qui la plupart du temps est un peu humoristique, moi personnellement, ou alors un caractère plutôt satirique, et bien d'autres, pour se moquer de quelqu'un, ou d'une situation, de n'importe quoi. Oui, hein, ouais, alors, pour la différence entre les différents, bon, tu vois que dans ta définition de mème, dans votre définition de mème, déjà, c'est le côté technique qui ressort d'abord, hein. C'est un objet, bon, c'est le format. Déjà, le format, c'est une question de format. Mais ceci, bon, multimédia, hein, donc c'est des vidéos aussi, hein, qu'on partage, hein. Ben, pour la différence entre GIF et mème, bon, pour l'étude sur les GIF, c'est un article de Alban Wagner qui est en ligne avec, je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Et donc, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le premier est le même mème que le deuxième ou le troisième ou le quatrième? Ce n'est pas le même mème, mais c'est pas comme
c'est pas non plus complètement autre chose, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours la même dame qui est énervée. Et donc, il y a une base pour un mème, et ensuite, juste utiliser le texte est différent, mais la base du mème est le même, bon, c'est dur à dire. Et, mais sinon, c'est des mèmes différents avec juste la même base. Oui, et donc là, vous voyez que Non, je veux dire, je pense que l'idée sur un BDF, c'est différent entre nous. C'est-à-dire que si on voit l'image, on sait à quelle vidéo elle est exprimée de sa appartient. Et ça a un lien. Je pense que si on n'a pas la référence de l'image, on ne peut pas comprendre. bon, tout ce que vous dites est correct, hein, extrêmement correct et intéressant, parce que justement, c'est des renvois interdiscursifs, des renvois à d'autres discours, hein, des renvois à la culture pop en général, à la culture populaire. Et si on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre. Donc, déjà, on entrevoit une stratification de signification, de sens dans les mêmes. Ce sont des formats très euh, denses du point de vue de contenu, de strates de signification. Et en plus, euh, si on réfléchit un peu, mais là, j'ai choisi, je crois, un mème que vous peut-être connaissez, c'était la décadence. DST. Oh, c'est la décadence. Ben, vous connaissez, je pense, ce truc. Ouais, et puis là, c'est mon prof de maths, quand il a vu ma moyenne de maths, oh, c'est la décadence. Donc, là, vous voyez que c'est à peu près la même chose, hein, qui est reprise, contextualisée, mais ce n'est pas donc exactement la même chose, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu cette méméité qui confond un peu. Donc, et finalement, ce que je voulais vous montrer, puis là, on a la référence à Sabine, mais je crois que vous connaissez, qui pendant le Covid a fait la bise à une dame qui le supportait dans la rue, et on lui a fait remarquer pendant cette émission télévisée qu'il n'aurait pas pu, parce que c'était le Covid, c'était la pandémie, et donc, hein, et lui dit, ah, je ne peux pas. Et donc, un non posso, et donc ce un non posso était mis sur des tasses, sur des t-shirts, sur, bon, un peu partout. Et là, c'est quand la police s'arrête et tu as 2 kilos de drogue dans le coffre. Ah, je ne peux pas. Voilà, donc là, on joue sur la même situation tout en la recontextualisant. Hein, euh, et donc, on a toujours un peu la même, là, l'énoncé est le même, mais il est recontextualisé, réactualisé, etc. Donc, l'intérêt était un peu de vous montrer que finalement, je ne sais pas s'il est possible de définir le même de manière complète, si vous voulez. On a des définitions, on a un florilège des définitions en littérature qui saisissent certains aspects des mêmes. Et c'est un peu les mêmes définitions que vous avez données, hein, vous-même. Un peu l'aspect technique, un peu l'aspect de ironie, la fonction humoristique, la fonction communicationnelle. Et c'est un peu ce que vous avez fait vous aussi. Parce qu'en fait, bon, déjà, aux origines du mot, peut-être vous connaissez, il a été inventé le même en 1976 par le biologiste Doc. Et le mot est une contraction des gènes et du grec imitation. Donc, c'est quelque chose hein, qui est imité, qui est la même chose. Et il désigne une idée en comportement qui se propage de cerveau en cerveau. Hein. Donc, il a une origine bien éloignée, bien avant les réseaux sociaux et l'apparition des mèmes et que nous, on se partage entre amis. Mais, et donc, et en littérature, on peut trouver différentes définitions qui pointent une dimension plutôt qu'une autre, et qui ne sont jamais complètes, si vous voulez, qui ne parviennent pas à saisir la nature du même. Il y a une dimension matérielle, donc un objet culturel qui est composé d'une unique photo, sur laquelle peut figurer un élément langagier qui s'apparente à une légende, une incitation. Et ça, c'est le même typique de la vieille dame avant, de Salvini. Une dimension communicationnelle. Suffit Gauthier parle de contenu autoréplicatif du web.
Et Kaplan et Nova disent le contenu n'est pas seulement diffusé, il est utilisé comme matrice pour introduire de nouveaux. Et là, c'est un peu ce que nous avons vu avec le premier exemple. Il y a des sortes de matrices, hein, c'est ce que tu disais, il me semble. Hein, il y a des matrices qui servent à recontextualiser, à créer de nouveaux mèmes, qui sont de nouveaux mèmes, ce sont de nouveaux objets, mais pas complètement, parce qu'il y a toujours du même. Hein. Et puis, la production et la diffusion institutionnelle d'un groupe d'objets numériques par une personne ou un groupe de personnes, et ces objets numériques sont transformés par la transmission de nombreux utilisateurs sur Internet. Donc, ces définitions-là pointent à la dimension communicationnelle et le fait que les mêmes sont des objets que les locuteurs, les usagers des réseaux sociaux s'approprient et modifient. Une dimension aussi fonctionnelle, montrée par Wiggins surtout, qui parle de même comme une unité discursive et qui se fait porteuse d'une pratique idéologique. Et donc, c'est le même qui, c'est déjà une unité discursive, donc quelque chose qui fait partie du discours et qui véhicule une idéologie particulière. Et ou sinon des blagues d'initiés ou des fragments de savoir, tendance underground qui rapprochent plusieurs individus. Et ça revient un peu, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure. Si on ne comprend pas des références communes, on ne comprend pas trop le même. Et ça arrive, hein, parfois. Ça vous est arrivé de recevoir des mêmes qu'on ne comprend pas trop parce que la référence nous manque. Donc, les mêmes, en dépit, bon, on les utilise pour rigoler, c'est une fonction ironique, une fonction comique aussi, pour rire entre amis, mais les politologues les ont étudiés parce qu'ils ont vu finalement que ils ont augmenté, donc, euh, ils ont augmenté la participation à la vie politique, si vous voulez, des usagers. Donc, les mêmes, et Jenkins Ford Green parlent de culture participative du web, les usagers qui font de la politique à travers les mêmes. Je pense que pendant les campagnes, les élections, les campagnes électorales, vous êtes aperçu du nombre de mèmes qui sont publiés dans les web. Hein, et donc, et selon Mazzolini et Bracciale, qui sont des politologues italiens, ils participent d'un certain activisme sociopolitique qu'ils appellent, qu'ils considèrent comme léger, c'est-à-dire qui rarement se transforme en véritable mobilisation dans la réalité extra-linguistique, extra non en ligne, hein, hors ligne, pardon. Et, ou sinon, d'autres parlent de digital activism for social activism, et donc là, on montre comment, à travers l'art, à travers la manipulation, la création lui-même, on peut faire de l'activisme politique. Et selon Denise, les mêmes, et ceux qui font les mêmes sont devenus de nouveaux journalistes presque, c'est-à-dire qu'ils commentent la réalité. Je pense que c'est une expérience un peu de nous tous, de découvrir des faits, des événements, des faits divers à partir d'un même. Le matin, tu te réveilles, tu vois un même nouveau, et tu ne comprends pas, et ça fait référence à la une des journaux, par exemple. Et disons que leur influence est tellement, elle est connue comme tellement importante dans certains pays que pendant les campagnes électorales, certains pays ont interdit la représentation de la classe politique. Et cela fait déjà 4 ans hein, que c'est arrivé en Chine, en Égypte, en Iran, Azerbaïdjan, mais en Russie, par exemple, on ne peut pas représenter les politiques, les personnes, les hommes politiques, les politiques dans les mêmes pendant les campagnes électorales. Ça va jusque-là. Et là, je vous ai mis un peu de dénomination qui concerne un peu cette importance, qui montre un peu l'importance de ces mêmes dans la culture politique. Et donc, on parle de mémification de la politique, le politiques même qui ont déformé la politique, guerre des mèmes, âge des mèmes politiques, politique virale, rhétorique visuelle politique, politique mimétique.
mimétique virale politique, activisme de mèmes, etc. Donc, ça montre que effectivement, les mèmes, c'est une question qui intéressait les politologues et qui ont une certaine influence. Alors, en général, on les définit, bon, on pense aux mèmes comme des objets viraux. Et donc, on utilise, on recourt à cette notion de viralité que vous connaissez tous, vous avez déjà entendu parler de viralité. Or, la viralité euh, pose un peu de problème parce qu'elle peut être appréhendée, bon, disons dans l'étude des sciences, des informaticiens et des sciences informatiques, la viralité est parfois entendue à partir d'un critère temporel, donc c'est-à-dire un contenu qui concentre beaucoup d'attention en très peu de temps. Donc, on peut considérer comme viral quelque chose qui a partagé, qui retient l'attention dans très peu de temps. Et donc, ce qui relève donc d'une dynamique d'adoption rapide et transitoire, donc qu'on oublie après, qui est caractérisée par une forte concentration d'interaction dans un intervalle de temps très court. Sinon, une autre conception de la viralité qu'on retrouve dans les études informatiques, des informaticiens, c'est la prise en compte du processus de propagation de l'information entre les individus. Et donc, on prend en compte qui transmet à qui, par quel canal et avec quelle probabilité. Donc là, on a des calculs aussi des algorithmes. Ou sinon, on a une troisième conception de la viralité qui concerne plutôt la structure des réseaux, donc à partir de la structure sociale. Donc les influenceurs, par exemple, qui constituent des nœuds particulièrement visibles, n'est-ce pas, des nœuds qui relaient l'information et propagent l'information plus rapidement et de manière plus diffuse que les autres. Et donc, on va étudier le rôle des influenceurs, la position dans le réseau, dans des schémas, dans des graphiques. Or, cela montre que quand on parle de viralité, on utilise en réalité des critères qui sont fort variables, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, soit le nombre de partages, le nombre de likes, les commentaires positifs ou négatifs, et les affordances de la plateforme. Donc, ça pose un peu un problème de délimitation par rapport à d'autres notions qui sont de base l'appréciation des potentiels conversationnels. Donc, on ne sait pas trop finalement quand on parle de viralité, de quoi on parle exactement. Et en plus que ça, au-delà de ça, l'idée de la viralité impose un cadrage métaphorique un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est pris de la médecine. Et, euh, et donc, il y a une certaine... donc, le contenu viral est rapproché à un virus. C'est essentiellement ça. C'est un virus qui se propage, c'est par contagion. C'est une maladie. Je vous ai mis un titre en préparant ces diapositives, je suis tombé sur un journal italien, c'était le Pubblico, je pense, je ne suis pas sûr, mais c'est le Covid, le virus agit comme un hacker, le virus agit comme un hacker en détournant les cellules. Alors là, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que là, on voit que la métaphore informatique est réutilisée dans le langage médical, et donc revient à son domaine. Il y a alors que c'est en général le contraire, n'est-ce pas? Dans le langage informatique, c'est le langage médical, c'est les métaphores médicales qui sont utilisées. Là, c'est le contraire. On utilise pour parler de la maladie le langage informatique. Et donc, il y a ce cadrage métaphorique qui oriente donc, la conception d'un contenu, de ce qui est viral ou pas. Donc, à l'instar d'une maladie et d'une contagion. Donc, les effets de la métaphore, vos visages, l'article de 2011, nous dit que, exactement, que les contenus se transmettent par contagion et il n'y a aucune place à l'agentivité des individus. C'est-à-dire,
c'est pas les usagers ne décident pas vraiment, c'est un peu le mécanisme qu'il y a à la base de la métaphore, qui ne reconnaît pas d'agentivité aux individus, c'est-à-dire leur volonté, pourquoi ils partagent certains contenus plutôt que d'autres. Et donc, dans cette métaphore, les usagers jouent plutôt donc, un rôle passif, joueraient un rôle passif, et donc qui n'expliquerait pas pourquoi ils décident de partager des contenus. Je vous ai mis des exemples, mais après je donne les diapositives, Grégoire, comme ça tu peux les retrouver parce qu'on ne les voit pas. Donc, le problème, c'est que la circulation mémétique repose sur la réappropriation de la part des usagers de ces objets, de ces contenus, qu'ils modifient à partir de différentes actions déjà identifiées en littérature. Le remix, le remake, mais vous le savez, on l'a vu dans les exemples de la première diapositive. Les usagers modifient ces mêmes, se l'approprient ces mêmes, ces objets, avant de les repartager, de les partager à leur tour. Donc, cette idée cette absence de volonté, disons, cette idée de la contagion dans le partage est un peu bizarre. C'est dans ce sens que Jenkins Ford et Green, en 2013, propose la notion de spreadability, partageabilité, qu'on peut rendre en français par partageabilité, mais ce n'est pas une traduction officielle, c'est un peu ce que je dis moi-même. Je ne suis même pas français, donc mais bon, l'idée, je pense que c'est clair. Donc, l'idée que, à la base du partage de certains contenus, des contenus, il y a des raisons sociales qui justifient cette action du partage, le partageage. Et donc, et la reconnaissance d'une certaine agentivité aux usagers. Et en effet, des études ont montré que le fait de partager des mèmes renforce les liens entre les usagers. Donc, on crée une forme d'identité collective empathique grâce à l'humour. Et à mon avis, cette fonction, vous la voyez très bien quand vous partagez des mèmes dans les groupes WhatsApp entre amis. Parce que vous partagez des mèmes que tout le monde reconnaît et qui renvoient des situations partagées entre vous. C'est assez évident ça. Et la possibilité de s'identifier dans les images, mais ça, c'est le pouvoir de la visualité en général. Et puis, une forme aussi de contestation. Ils répondent aussi à une volonté de contestation sociopolitique, ce qui entre donc dans un phénomène plus large, qui ne concerne pas seulement les mêmes, de désintermédiation de la communication publique, qui arrive en général avec le développement, la diffusion des réseaux sociaux. Et donc, finalement, en ce qui concerne le cas spécifique de même, on peut voir qu'il y a différents degrés d'agentivité. On peut le connaître, bon, on peut simplement liker un mème, et déjà, tu décides de liker un mème, et simplement de le commenter, ou de partager avec des commentaires, ce qui arrive souvent dans les groupes plus restreints comme WhatsApp plutôt que dans les réseaux sociaux, ou de les manipuler. Donc, de renverser, par exemple, l'effet pragmatique, ce qui a des effets souvent sur l'effet pragmatique de même, de le modifier ou de les créer à travers des images macro ou complètement ex-novo. Là, c'est l'agentivité maximale. Voilà. Je ne sais pas ce que certains parmi vous a l'habitude de créer des mèmes à partir de... Non, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de logiciels en ligne gratuits qui permettent de... C'est Julien, ici. Oui, exactement. Bon, c'est des gens... Ils sont peut-être trop jeunes pour le faire. Et donc, disons que pas mal d'articles en sciences informatiques reconnaissent effectivement qui ont étudié, qui se sont penchés sur la réalité, qui ont étudié du point de vue technique, informatique, disons des algorithmes, tout ça,
la viralité des mèmes, sont tous d'accord sur le fait qu'il faudrait prendre en compte des paramètres discursifs, hein, qui vont au-delà de la seule analyse des contenus et de la prise en compte des mots. Parce que les informaticiens, ces études-là, partent de l'analyse des algorithmes, et puis ils font aussi un peu d'analyse du contenu, mais ils disent finalement on n'a pas trouvé on n'a pas vérifié des hypothèses très claires. Bon, on n'a pas des résultats très clairs. Il faudrait aller au-delà et prendre une analyse plus qualitative. Toutes ces études se terminent par ce type de constat. Donc, voilà. Donc, quelles sont les hypothèses que je vais essayer, les objectifs que je vais essayer de vous montrer? Que les mèmes sont partagés, ils contribuent soit à créer une forme d'autorité sociale, donc une autorité, une crédibilité, une légitimité qui repose sur un groupe, hein, sur le savoir partagé d'un groupe, et à travers deux aspects au moins, et ce sont les deux aspects sur lesquels ce sont les deux aspects que je vous présente aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls, hein. Et c'est déjà les modalités, les espaces de création et de circulation qui montrent des formes de dissymétrie, hein, des hiérarchies entre usagers euh, plus, plus capables, hein, voilà, plus forts dans la création des mêmes, et des usagers qui sont des néophytes, hein, donc ceux qui se limitent à partager, par exemple. Et puis, aussi, bon, en second lieu, des procédés énonciatifs, formels et énonciatifs qui favorisent la partageabilité des mêmes. Et quels sont ces effets, les effets de ces caractéristiques? D'un côté, légitime des mêmes, un effet de légitimation des mêmes effectivement partagés, on le verra dans les espaces de création et de circulation, parce que ce sont des espaces différents. Il y a des espaces dans les réseaux sociaux qui sont créés ad hoc comme laboratoire de mêmes, qui sont évalués, notés, et puis la communauté décide de les partager et arrive jusqu'au bout. Et l'effet aussi au niveau, bon, à partir des caractéristiques énonciatives et formelles, des prises en charge collectives des discours mimétiques et plus en général de crédibilisation des discours mimétiques. Alors, est-ce que vous connaissez la notion de point de vue de la théorie énonciative de Rabatel? Donc, je vais peut-être faire un petit point sur un... Oui. Ok, oui, mais donc, mais non, mais si, mais vous le connaissez. C'est bon, donc le point de vue, on fait un petit rappel rapide. Une perception représentée qui associe toujours plus ou moins procès perceptifs et procès mentaux. Donc, c'est le point de vue, c'est ce qui transparaît de perception dans le discours, hein, de l'énonciateur. Et on a à partir de là trois types j'aurais pu choisir une autre définition, mais bon, tiens. Mais on a trois types de postures énonciatives. Donc, quand le point de vue se pose en surplomb par rapport à d'autres points de vue, hein, au dire, au contenu, c'est une posture de surénonciation. Une posture de sous-énonciation quand il y a une construction inégale d'un point de vue dominé, donc on montre un point de vue qui est délégitimé, mise à distance, etc. Et puis, une situation de co-énonciation qui est plus rare et qui prévoit la co-construction par les locuteurs d'un point de vue commun qui les engage en tant qu'énonciateurs. Donc, quand il y a essentiellement accord entre deux points de vue, l'énonciateur et le point de vue qui met, un autre point de vue qui met en discours. Ça va, je pense que ces trois petites notions sont utiles. Là, je vous ai mis des exemples, mais c'est peut-être pas le cas de voir parce que vous avez dit que vous avez déjà un peu regardé, hein, vous avez déjà vu ces notions. Donc, essentiellement, c'est des asymétries énonciatives, hein, entre des points de vue mis en discours, hein, de position, de posture, etc.
Le corpus, vous le voyez, je suis allée chercher un peu les mêmes dans plusieurs réseaux sociaux, donc Reddit, Twitter, Facebook, Twitter, c'est bon, X, et Facebook, qu'est-ce que je fais? Ce qui dénonce mon âge, parce que et Facebook et Instagram, donc je suis allé chercher dans des comptes qui sont réservés à la création, la publication des et vous voyez le même best-of même français, ActuMem, ben c'est surtout ActuMem en général, mais Twitter même de gauche, même de la nuit, même pas de droite, même décentralisé, même politique, etc. C'est surtout des mêmes politiques, c'est dans le domaine politique. Alors, en ce qui concerne la circulation des mèmes, donc le premier point que je vous avais promis, et on voit que on a des espaces, on peut trouver dans le web des espaces différents qui remplissent des fonctions aussi différentes. Ces espaces sont déjà des espaces qui permettent, même generator, même creator, make a meme, qui permettent la création de mèmes, mais aussi des répertoires. Et donc là, on peut aller y piocher des images macro, par exemple, qui sont déjà diffusées, ou créer de nouvelles images, ajouter des images et créer des mèmes. Et là, on voit que deuxième type d'espace, qui est un peu plus large, si vous voulez, qui ne concerne pas des communautés très restreintes, c'est Now Your Meme, par exemple, qui, je ne sais pas si vous êtes déjà, si vous l'avez déjà, oui, toi tu te connais, hein. Ben, c'est une sorte d'encyclopédie des mèmes. Donc, hein, et pourquoi tu y es allé finalement, toi? Parfois, il y a certains mêmes, parfois, c'est très dur de savoir ce qu'ils veulent dire, mais parfois, même juste curiosité de savoir d'où ils proviennent, ou j'essaie de mieux Oui, oui, oui. c'est sur ce même. Et c'est incroyable, il y a tout vraiment hein, dans nos journées, parce que c'est une encyclopédie des mèmes. Et donc, et il y a toute l'histoire des images macro, mais aussi il donne des informations aussi sur les contextualisations, certaines décontextualisations, certains types des mèmes, donc, hein. Et puis, et donc là, on a là, ce qu'on peut considérer presque comme une construction d'une grammaire de mèmes. Parce que Know Your Meme explique ce que chaque image macro signifie. Bon, comment utiliser, bon, disons, vous utilisez cette image, ce schéma, pour montrer ça, hein, pour montrer l'hypocrisie, pour montrer. Il y a un peu une grammaire, mais on verra ensuite. On a ensuite des laboratoires de mèmes qui sont certaines pages Facebook ou Reddit qui sont des groupes fermés dans lesquels je me suis inscrit avec un identifiant. Et, et c'est des véritables laboratoires de mèmes où on parle de bonnes normes de création de mèmes, on note les mèmes, il y a la mention création originale, là je vais vous montrer un peu ça, mais en fait il y a une communauté de personnes, d'usagers qui se rencontrent dans ce groupe pour parler de nouvelles créations. Et où il y a la valorisation aussi de la création originale. Donc, c'est qui a produit le mème et on valorise les créateurs du mème comme un véritable artiste, non? Okay, qui est considéré comme un artiste. Ensuite, on a des espaces qui sont les mèmes, qui sont consacrés au partage des mèmes, mais où le partage de mèmes, et ça vous en avez expérience tous les jours sur Instagram, c'est qui sont destinés à exprimer, au partage de mèmes pour exprimer essentiellement un point de vue, une opinion, qui peuvent être plus ou moins des opinions qui peuvent être plus ou moins critiques autour d'intérêts communs. Et puis, sinon, dans tout type, et là, c'est les pages Facebook d'énergie.
hein, c'est Nochi 2, etc. Des comptes Instagram, comme en français, communauté militant, Twitter, RT. Et puis, on a des réactions, on a des, dans n'importe quel type de BRSN, des réseaux sociaux numériques, y compris WhatsApp. On a tout simplement les mêmes, le partage des mêmes avec des amis, avec une personne, pour déclencher des réactions, du rire, des blagues, ou dans plusieurs fonctions qu'on ne peut pas lister. Et donc, on voit qu'essentiellement, tous ces espaces passent on voit très bien que la circulation magnétique, en dépit de ce qu'on pourrait penser, hein, les mêmes qui circulent partout et vont partout, passent des espaces qui sont réservés à la communauté des mêmeurs, donc où il y a la valorisation de la création originale, la sélection des mêmes, donc le respect de certaines normes de composition, d'une certaine grammaire, pour pour être diffusé parmi les normes, dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire nous, bon, moi au moins. Hein, et c'est la voix du groupe, de la doxa, l'adhésion au point de vue commun partagé. Donc, on va d'espaces fermés à des espaces ouverts qui sont partagés par tous. Alors là, ah oui, je vous ai mis des exemples. Là, vous le connaissez, j'imagine, cette image macros de posting. Et là, on a, bon, le sens, donc comment vous pouvez l'utiliser, et puis l'origine, on vous explique tout. Et on y trouve aussi des métamèmes, donc sorte de métamèmes, donc où on explique, c'est même utilisé pour décrire des problèmes des riches. Et donc avec l'exemple à côté, hein, quelqu'un sur Internet n'est pas d'accord avec moi. C'est même utilisé dans le cadre d'une révélation insignifiante. Savez-vous que le hashtag sur Facebook ne sert à rien? Alors, et donc là, on montre bien qu'il y a des codes, qu'il y a une véritable grammaire du même, qui ne sont pas des objets faits au hasard, et qui permettent, qui posent vraiment le problème de la méménité, hein, du caractère, parce que c'est un schéma discursif, pragmatique aussi, qui oriente la lecture, mais qui peut être euh, recomposé, reconstitué, mais on a des sens qui restent stables, disons, hein, des matrices, si vous voulez, des matrices. Là, c'est des exemples issus des pages Facebook de Merchide ou de Reddit. Euh, et on note les communautés de mémoire notent les nouvelles créations. Donc, il y a des notes. Hein. Et puis, là, il y a une notation en point, par exemple, ici, c'est simplement like. Et puis, la mention création originale qui est très importante pour les mémoires dans les espaces de laboratoire. Là, c'est l'exemple d'un laboratoire francophone de même, c'est l'énergie de même d'actualité. Et ce qu'on voit dans cet espace, c'est qu'il y a déjà une hiérarchie d'utilisateurs, mais vous le savez, quand on s'inscrit en groupe Facebook, ça fonctionne un peu toujours de la même manière. Il y a des membres du groupe qui sont très actifs et qui ont un label, donc ils sont reconnus comme plus meneurs que d'autres, et des membres simples, donc euh, qui sont les membres du groupe, mais auxquels on ne reconnaît pas de statut particulier. On a, ici, on ne dit pas très bien, mais c'est la création d'un espace filtre avant d'arriver à la page du groupe. C'est-à-dire les membres du groupe sont invités à s'inscrire à cette page filtre qui fonctionne, bon, où les membres du groupe évaluent, notent, proposent des modifications aux mêmes créées et qui sont ensuite partagées sur la page officielle de l'Anarchie pour qu'ils soient partagés, diffusés, pour qu'ils fassent rire. Et on le voit aussi, donc on a et ces règles portent tant sur le contenu, actualité, donc c'est l'énergie des mêmes d'actualité, donc c'est un lien des contenus.
Un comportement, donc des normes comportementales qui sont générales, génériques à tous les espaces, tous les groupes en ligne, donc la bienveillance. Pragmatico-discursive, il est interdit de faire du tag sauvage, donc de mettre des tags, bon, vous le savez, ça. Et puis des limitations au seul nombre, donc qui sont acceptées par les administrateurs. Et dans Reddit aussi, hein, c'est à peu près les mêmes règles dans ces espaces libres. Donc, c'est des espaces, effectivement, qui sont assez normés et où les membres qui s'éloignent un peu des pratiques des, permises euh, par ces pages, elles sont sanctionnées. Donc, je n'arrive plus à bouger. Ah, ok. Ok, non, non. Bon, là, c'est à peu près la même chose, hein. C'est le tag sauvage, donc le respect des codes communicationnels qui sont généraux. Ah oui, si, disons là, il y a des règles, si vous voulez, pour créer de beaux mèmes. Et donc, faut utiliser, il ne faut pas utiliser la police impact, parce que ça veut dire que le mème a été généré de manière automatique. Donc, il y a, et éviter la répétition, donc c'est effectivement la valorisation de l'originalité, qui pour un objet comme le même est un peu bizarre quand même, parce que le même repose sur quelque chose sur la répétition, essentiellement une fonction, mais sur la base de la répétition, sur le mécanisme de répétition. Donc il y a tout un système de filtres hein, qui permet vraiment de créer deux communautés différentes, distinctes, hein, le normalisme et le non. Alors, donc déjà, ces espaces vous montrent que les mènes ne circulent pas de manière, vous voulez, comment dire, euh, bon, sans règle, déréglé. Hein, c'est un peu, il y a tout un système de filtres et d'asymétrie. Et en ce qui concerne le procédé énonciatif, on peut voir d'abord les caractéristiques de la brièveté. Je pense que vous avez déjà entendu parler, j'ai lu quelques références, mais très rapides, en analyse du discours sur la brevitas. Je pense que vous avez déjà entendu parler de formules, de clic-plan et de aphorisation secondaire, détachabilité, selon Monguenon. Ce n'est pas, ce sont pas des références exhaustives, c'était juste pour vous dire que les caractères brefs des énoncés est l'objet de nombreuses études déjà, des réflexions déjà en analyse des discours depuis longtemps, qui reconnaissent aux énoncés courts et à la breveté une certaine force pragmatique. Et donc, et on parle des formules, par exemple, blanc, la concision formelle, une densité informationnelle, c'est-à-dire les énoncés courts souvent présentent une densité informationnelle très forte, une prétention parfois à l'universalité, un caractère facilement reprenable, ce sont toutes des caractéristiques qui aident la circulation et le succès, la diffusion de ces énoncés et qui renvoie souvent à des référents de l'actualité sociopolitique, développement durable, par exemple. C'est une formule. Et Maguelon, en 2012, souligne la possibilité de détachabilité de certains énonces. Hein. Il parle du régime énonciatif de l'aphorisation. Certains énoncés peuvent être facilement détachés de leur contexte d'origine et fonctionner, c'est le monde de l'aphorisme, comme aphorisme, si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. Aphorisation secondaire, en particulier, les titres de journaux. Ce sont des énoncés courts, assez frappants parfois. Et en rhétorique, on a cette étude de 2001 qui souligne le fait que la brevitas, déjà, est une caractéristique stylistique qui a une longue histoire depuis l'Antiquité. On reconnaît à la brevitas un certain nombre
des caractéristiques positives et importantes aussi dans l'argumentation. Et on sait que les énoncés brefs ont une tendance à s'inscrire durablement dans la mémoire, sont facilement mémorisables, et à charrier avec elles l'autorité du déjà dit. Hein, c'est, si vous pensez à des expressions figées, donc, la brevitas, les énoncés brefs présentent d'un côté un figement total ou partiel. Donc, ce figement ne doit pas forcément être total, il peut être aussi partiel, disons ici. Mais ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont très denses du point de vue des signifiants. Très peu de mots lestés d'un maximum de sens, et ces sens sont le plus souvent évoqués, suggérés. Hein, donc, ce sont des énoncés essentiellement. La brevitas est une caractéristique qui permet aux énoncés d'être mémorisables, facilement diffusables et partageables, mais qui, qui est très dense. En dépit du format court, c'est une forme très difficile, si vous voulez, très élaborée. Alors, dans ce cas, et je voulais vous montrer certaines caractéristiques de la brièveté, comment elle fonctionne dans les mèmes, comment on peut appliquer ça. Là, vous voyez ce mème. Hein. Est-ce que vous arrivez à lire? Je lis aujourd'hui. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux ici les remercier. Ce vote m'oblige. Et c'est Macron. Et puis, littéralement, moins de 24 heures plus tard, réforme des retraites à 65 ans, il faudra le faire. Elisabeth Borne, je ne dis pas. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on voit que on a la superposition des deux événements distincts. Donc, une déclaration de Macron et une déclaration de Borne. Ce qui permet, et donc, et là, c'est déjà un modèle, une matrice, si vous voulez, monétique. Quand il y a deux événements distincts qui sont superposés dans un espace restreint, c'est montrer un événement contre une contradiction. C'est un code mémétique. Et il y a une véritable condensation de trois points de vue qui sont le point de vue de Macron, si vous voulez, le point de vue de la ministre et le point de vue du même, celui du créateur du même. Littéralement, moins de 24 heures plus tard. Ce point de vue-là est surénoncé, évidemment, parce qu'il se développe non seulement dans le texte, dans l'énoncé, littéralement moins de 24 heures plus tard, mais aussi dans le choix de la juxtaposition, hein, dans le choix des deux événements, donc dans la création du même, création. Et donc dans le choix du cadre mémétique et de la légende. Et il y a l'absence de toute marque déictique qui peut rattacher cet énoncé à une source énonciative identifiable. C'est un peu comme si le point de vue est générique, issu de l'évidence des faits. Hein. C'est comme si c'était les faits qui parlent à la place de quelqu'un. Et donc, c'est un énoncé qui peut être pris en charge par tout un chacun, c'est-à-dire c'est l'évidence des faits, c'est les choses. Comment fonctionne ici la brevitas? D'abord, c'est un extrême resserrement de points de vue qui sont très éloignés. Donc, une condensation, un resserrement des points de vue. La condensation dans un espace physique qui est déjà restreint. Et puis des caractéristiques aussi morphosyntaxiques, des énoncés courts, nominaux, des entrées de la situation d'énonciation. Il n'y a pas de déclic, je pense. Le titre du journal en bas, écrit en bas, le style nominal, citationnel, la structure bipartite, la visée informative, qui a cet effet universalisant aussi, détachable, hein, de détachabilité. Et l'effet est le produit qu'il peut produire, c'est le caractère contradictoire du discours politique. Ce caractère contradictoire n'est pas explicité, n'est pas explicitement dénoncé. Vous le voyez. La critique est plutôt
montré à partir de la stratification énonciative, hein, qui se produit grâce à la dynamique entre le texte et l'image, et est laissée à l'interprétation de la locuteur. Cette critique est plutôt donnée à voir, hein, et qui repose sur le partage, hein, universel, hein, avec l'énonciateur mimétique des valeurs et des savoirs communs. C'est pour faire ce qu'on dit. Ça. La vérité ici, bon, notre caractéristique est défigement entre culture pop, des références à la culture pop. Vous le connaissez? C'est une culture pop, on peut plus. Ben, c'est l'empereur de la guerre des étoiles. C'est Star Wars. Et donc, qui est l'empereur Palpatine est là l'événement, bien évidemment, qui est à la base à la condamnation de Patrick Balkany pour blanchiment de fraude fiscale. Ça, vous connaissez l'événement. Et c'est la comparaison avec Palpatine, l'empereur de la guerre des étoiles, et qui était le principal antagoniste du côté obscur. C'est un jeu de mots. Palpatine a palplatune, donc palplatune, et c'est toucher l'argent. Hein, donc cela crée un effet humoristique, mais aussi de dénonciation. C'est critique. La compréhension, là, passe par la connaissance de la saga de la science-fiction, et Balkany, c'est le prototype de l'arnaqueur, comme l'empereur est celui du mal. Donc, c'est une comparaison implicite. Bon, là, vous voyez là les caractères brefs, il a presque rien dit. Hein, c'est typique. Et puis là, la culture pop aussi, là, c'est l'événement, c'était les vacances. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Le lien des mêmes avec l'actualité de la culture populaire est très fort. C'est-à-dire, il y a un film, l'été 2023, c'est le film de Barbie, hein, je pense, en France aussi, je dirais, parce que c'est... Et c'était les vacances du président Macron et Brigitte Abrahamson. Et donc, Brigitte Macron, son Barbie est qu'elle, mais là, vous le connaissez, ok? C'est le jeu de couleurs, la typographie du toponyme et du logo Mattel qui renvoie. Hein? Ici, plutôt qu'une visée critique, c'est une intention ludique, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de véritable délégitimation d'un point de vue de Macron, c'est plutôt un jeu, c'est plutôt une intention ludique. C'est la mise en scène qui ridiculise l'homme politique sans proposer des véritables points de vue alternatifs. Il n'y a pas de critiques politiques ou sociales. C'est de la ridiculisation, si vous voulez. C'est la construction plutôt du figure antiétotique, sinon c'est de la dérision, sans entraîner vraiment de véritable délégitimation de Macron. Là, on peut défiger aussi à partir de ce qu'on appelle les énoncés patrimoniaux. Et bon, là, vous avez tout ce qui est connu, donc l'image philosophe, puis on a l'éphéméristique qui dérive de quoi? De l'adaptation en action quotidienne, hein, éloignée de la philosophie d'où l'énoncé est issu. Donc, c'est le mot syntaxique, le pronom, le temps verbal, la longueur, la représentation iconique de Descartes garantissent la reconnaissabilité de la formule et sa valeur universalisante qui la rend apte à saisir une condition existentielle. Sauf que le contenu sémantique, par son côté trivial, favorise le jeu de projection et d'identification avec les lecteurs qui reconnaissent une expérience quotidienne. Donc, c'est la portée généralisante de l'aphorisme reste intacte, tout en changeant de niveau, si vous voulez. Parce que de la condition existentielle de l'être humain à un vécu expérientiel quotidien. Donc, c'est le fait de la vie dessus. Et là, donc, vous voyez, c'est un détournement. Ce n'est pas un procédé nouveau. Hein, le détournement, ça a toujours existé, même avant le même.
d'autres énoncés patrimoniaux, le jeu sur les énoncés patrimoniaux. Pour lutter contre l'inflation, Olivia Grégoire propose d'introduire des cours de cuisine à l'école. Là, c'est une disposition. Et qu'est-ce qu'on écrit là? On a l'image, et puis donne à manger à un pauvre, il mangera un jour. Apprends-lui à cuisiner, il mangera toute sa vie. Ah, mais non, il faut qu'il puisse acheter de quoi cuisiner. Et bombage, c'est pas un modèle. Ah. Donc là, c'était la proposition de la ministre dont vous avez entendu parler. Je pense que vous connaissez cet élément. Et des cours de cuisine pour lutter contre l'inflation. Et ces énoncés patrimoniaux sont... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met le propos de la ministre et puis on utilise on détourne des énoncés patrimoniaux pour délégitimer un peu le point de vue de la ministre, simplement. OK? Et cet effet de ridiculisation des propos de la ministre est d'autant plus évident, il me semble, que le locuteur percevra la distance entre les énoncés originels, leur caractère communément reçu et patrimonial, et leur statut de vérité intemporelle, et la toute nouvelle adaptation et contextualisation. Est-ce que c'est clair? Je vais trop vite. OK. Là, la brevitas se développe, montre aussi un autre aspect de la brevitas lié au jeu de mots et procédé de créativité stylistique et lexicale. Dans ce domaine, on est dans l'univers de la publicité. C'est un peu avant et après. C'est un peu ce style. Et qui se caractérise déjà par une recherche de formes à haute densité sémantique et créativement rare, comme le disait déjà Berthelot. Et même se caractérise par une condensation des signifiés dans un style bref et concis. Regardez, un seul mot, une question. C'est bouton, 0. Point noir, 0. Déplacement où Macron ne se fera pas huer, 0. Non. Donc, alors, c'était la référence, c'était la proposition de réforme des retraites de 2023. Les formats publicitaires qui se voient au niveau iconique, verbal et stylistique, donc des énoncés courts, un très court frappant et répétition du nom de la marque, 0. C'est un traquage. Et la totalité des faits qui englobe tout le matériel verbo-iconique à partir de la pointe finale. Et là, c'est l'art de la pointe qui est typique de forme brève, c'est-à-dire amener le lecteur à l'occupant à découvrir un effet surprise final. Okay, c'est l'art de la pointe. Et c'est typique de la brevitas. Bon, cela vu, tout est clair pour le caractère bref, les cours et tout ça, qui se voit à différents niveaux, hein, donc au niveau énonciatif, au niveau sémantique, formel, etc. Maintenant, je vous montre un peu de posture et de surénonciation. C'est-à-dire, je vais vous montrer un peu comment les points de vue interagissent dans les mails. Hein, pour vous montrer que finalement, il y a toujours des formes de surénonciation, donc de construction, de configuration, un discours d'un point de vue supplément qui délégitime l'autre ou d'autres points de vue qui sont mis en même. Alors, un premier cas de surénonciation est lorsqu'un est représenté par cet exemple où l'origine énonciative n'est pas identifiée, est présentée comme doxique, si vous voulez. Alors, là, le cadre mémétique, vous le connaissez, je pense. C'est toujours là la matrice. Donc, vous, même sans connaître, si vous voulez, la référence, hein, vous comprenez déjà qu'il s'agit d'un... Vous comprenez déjà le message, si vous voulez, globalement. Hein. Il y a là donc Macron musclé, il n'y a plus de front républicain, je ne peux pas faire comme si cela existait. Je veux un vote d'adhésion, le front républicain se sort 2002, et puis le Macron chien, petit, c'est déconnez pas les gars, eux, il faut faire barrage là, en 2020.
Et donc, il y a les dates, hein, donc 11 avril 2022, 20 avril 2022. Donc, la distance de 9 jours. Là, c'est ce que nous dit l'annonciateur. Donc, là, ce cadre mémétique permet de confronter des époques, deux moments distincts. Cela arrive souvent dans les mêmes, c'est la confrontation entre deux moments distincts, et met en jeu trois points de vue. Le premier point de vue du locuteur, c'est la partie iconique, hein, et juxtaposition, qui concerne la juxtaposition des contextes différents pour montrer la contradiction du point de vue 2 et du point de vue 3. Point de vue 2 et point de vue 3 sont les points de vue de Macron à gauche et point de vue de Macron à droite. Points de vue 2 et 3 sont rejetés et sous-énoncés par le cadre mémétique. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui dit, qui entre dans le même, qui explicite dans le même, c'est pas ce qu'il dit, genre qui le critique de façon explicite. C'est le cadre mémétique qui met en sous-énonciation Macron, les deux points de vue Macron. Donc, la position n'est pas explicitement dénoncée. Elle est inférée par le locuteur à partir de quoi? Des valeurs communes et partagées. Elle est plutôt montrée de n'avoir. Ce qui rend donc aussi plus difficile de critiquer ce point de vue, le point de vue supplémentaire, parce qu'il n'est pas vraiment explicité. Il est intégré dans le format du même. Toujours un autre cas de énonciateur des points de vue non identifiés, d'origine énonciative et non identifiée, mais où le point de vue supplémentaire repose sur ce qui est montré comme une évidence, présenté comme une évidence perceptuelle. Et donc, et là, vous voyez, le point de vue 1 sur l'énoncé est toujours l'image ou le texte qui présente des évidences perceptuelles. Elles sont montrées, exhibées ou dites. Regardez, ici, dans le premier, on donne des images. Vous savez, la fonction des images est la reproduction de la réalité du point de vue imaginaire, bien sûr. Et puis, la forêt crame, le climat se réchauffe, le pouvoir d'achat disparaît et les drogards. Et sinon, ici, on a, sans le profit comme motivation, personne ne serait productif. Contributeur Wikipédia, joueur Minecraft, couleur open source, pompier volontaire. Là, on est susceptible de donner des évidences perceptuelles. Et donc, elle a de montrer des exemples de la réalité. Et ici, en particulier, le format de la liste. Le format de la liste qui est une forme cognitivo-gestuelle, si vous voulez, pour prendre par vous. Sinon, le vertige de la liste, c'est la liste a un format très particulier, qui précatégorise les éléments, qui donne un effet de vérité, de vraisemblance, etc. Et donc, au point de vue 2, sont attribués des mots à des sources plus ou moins identifiées. Alors, ici, c'est les droitards, OK? Ici, la source n'est pas identifiée, mais cela est présenté comme une citation. Donc, on réduit déjà, de quelque sorte, leur portée généralisante, si vous voulez. Parce que les deux points de vue sont attribués à un groupe ici spécifique, et ici, à quelqu'un, un énonciateur qui n'est pas identifié, mais c'est quand même une citation. Alors que le reste, alors que le point de vue 1 sur l'énoncé représente une évidence perceptive. L'origine des cas où l'origine énonciative est fondée sur la rationalité. Là aussi, je pense que vous reconnaissez la matrice mimétique, c'est l'SBM. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, voilà, hein, exactement, c'est ça. C'est toujours le même clé d'interprétation qui Donc, alors, l'énonciateur 2, le deuxième point de vue, le textuel,
Donc, mon corps, mon choix, sex work is work, exploitation majeure des femmes, 85% des prostituées, 90% d'entre elles soumises à des réseaux criminels, etc. Un tiers sont des mineurs, etc. Donc, textuel, slogan, c'est des formules féministes qui sont mises entre guillemets. Discours direct, prise de distance, et qui n'est pas prise en charge. Vous voyez, c'est des citations. Hein, c'est des citations attribuées aux féministes et l'image et le cadre mémétique qui a un point de vue 1 qui donne des chiffres et des styles nominal, des chiffres et textuels. Hein, vous voyez, progression de la gravité du contenu. Donc, le point de vue 1 surplombant semble s'énoncer à partir des faits et justifié par des données. Donc, ce qui justifie par une forme de logos, de rationalité, et subvertir le point de vue des formules féministes. Donc, la partie immergée de l'iceberg, c'est le code magnétique, le vrai, plus réaction de plus en plus. Hein? Donc, c'est un peu ce que tu avais déjà remarqué. Sinon, là, le point de vue surplombant peut être présenté rattaché à une source légitime. Et donc, là, c'est un peu le même phénomène, le même cadre magnétique. C'est une image différente, mais c'est un peu l'iceberg, hein, la partie cachée. Hein, ce qui est dans la partie cachée, c'est la réalité. Donc, du point de vue textuel, les formules, les énoncés des entreprises, les charges sont trop élevées, il faut baisser les impôts de production, on n'arrive pas à recruter trop d'impôts pour être compétitif. Et là, le point de vue textuel, le point de vue 1 sur l'énoncé, qui est une capture d'écran d'un journal, donc une source identifiée, si vous voulez, vous avez comme plus légitime. Un titre, donc c'est l'image en plus B, un article d'un journal d'économie qui dit en 2021, les entreprises ont versé des montants records à leurs actionnaires, donc qui montre que tous les discours attribuables aux entreprises n'ont pas de fondement, ne sont pas vrais. Et du point de vue visuel, le point de vue sous-énoncé, c'est l'homme qui se noie. Donc, c'est le point de vue visuel du monde de l'entreprise. Et la partie émergée de l'iceberg, c'est le code magnétique qui correspond au vrai. C'est exactement le même cadre, la même clé de lecture que l'iceberg. Un autre cas de figure, c'est la représentation d'un point de vue surplombant à partir d'un groupe social et donc qui est constitué de locuteurs ordinaires, hein, et donc qui fonctionne de la manière de l'inclusion des allocuteurs dans ce groupe. Alors, je vous lis, parce que je pense que vous ne lisez pas. Oui, vous savez lire. Voilà. Les salariés, il y a 40 ans, grâce à notre travail, on va pouvoir s'offrir une maison. Les salariés, maintenant, je ne suis pas certain de pouvoir m'offrir ce magnifique sandwich de beau à 4,99 €. Et l'autre même, ce sont deux mêmes. Hein. Peu de gens le savent, mais la petite poche de votre jean sert en réalité à ranger votre rémunération de stage. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une mise en scène d'énonciateurs de groupes collectifs, des salariés et les stagiaires. On emploie des dictiques, donc attribution des dires, identification des destinataires. On identifie, on sait qui parle et on sait à qui on parle. Là, les stagiaires qui parlent à d'autres stagiaires, c'est les salariés qui parlent, les salariés d'autrefois qui parlent aux salariés, en général les salariés. Et on a des procédés, en même temps, on a des procédés discursifs de généralisation, comme il y a 40 ans maintenant. C'est il y a 40 ans maintenant, vous voyez, c'est un dictif, le présent de l'indicatif, qui est en valeur toujours universalisante un peu.
Et puis le pronom on qui généralise. On va pouvoir s'offrir une maison. Et puis l'emploi des dessins ou voilà, sans origine, c'est la favorisation de l'identification. Et ça, c'est un peu le pouvoir des images en général qui favorise l'identification des agriculteurs. Donc, en conclusion, donc, on assiste à des procédés de crédibilisation des légitimations d'un même, avec des discours mimétiques qui reposent sur la construction, vous avez vu ce que j'ai entendu par l'autorité sociale, on peut partager, donc sur des mécanismes de circulation mimétique, donc des formes d'autorisation en aval des mêmes, qui sont diluées sur l'ensemble des usagers de ces environnements. Donc, il y a toujours une autorité, c'est-à-dire des choix des membres qui sont plus actifs que d'autres, plus importants que d'autres, et cette autorité est diluée sur des groupes, donc dans des groupes plus ou moins fermés. L'emploi, le recours à la brevitas, donc c'est le format qui le demande, c'est de la pointe. La brevitas qui permet de persuader tout en agréant, donc de plaisir, de former d'humour. Et puis, une posture, ils adoptent une posture de discours de vérité à travers différents moyens, comme la confrontation des points de vue, qui se construit essentiellement à travers l'interaction texte et image. Vous avez vu, le point de vue peut être véhiculé seulement par une image, et par l'image, et qui construit des formes de surénonciation partagée et sur des sources légitimes. Et dans d'autres cas, des points de vue collectifs qui portent sur des normes et des valeurs partagées. Donc, les mêmes jouent beaucoup sur des normes implicites partagées, des valeurs qu'on partage, qu'on est susceptible de partager avec le même moi. Et puis, ce caractère augmenté aussi, c'est-à-dire le même ont un succès également parce qu'ils peuvent être réadaptés, recontextualisés et par différents groupes sociaux. Donc, s'adapter très bien à véhiculer des points de vue contraires, contradictoires aussi. Donc, ça dépend des groupes qui ont cette possibilité. Ce caractère augmenté, l'augmentation, permet essentiellement une réappropriation continue de ces objets. Donc, je pense que j'ai fini. Ouais. Ok, c'est tout. Hein. J'espère que ça a été clair. Merci beaucoup Stéphano pour ta présentation très, très riche, fascinante sur l'étude des mèmes. Et je suppose qu'elle va susciter de nombreuses questions. Qui souhaite commencer? Je regarde aussi ceux qui sont à distance avec Zoom, qui nous suivent. Si vous avez des questions à poser. On commence. Bien, du commission de travail, par exemple, Est-ce que vous utilisez le même, vous le partagez et vous les avez reconnus dans certains phénomènes de circulation Sur le côté, je crois que vous avez la cognitive, c'est surtout les points de vue ça me pensait à les filles, généralement, c'est pas moi qui m'envoie le sujet. Je reçois beaucoup de vidéos de la part des amis, par exemple, sur Instagram. Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est le même. C'est ça, le même sur Instagram, on a beaucoup de reels. C'est des questions sur les études de vente. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes et on m'envoie sans parler à tous les amis. Ouais. Et alors, parfois, je me reconnaissais du coup avec l'empathie, surtout par rapport au groupe. Niveau politique, j'en vois souvent quand on est sur Twitter, mais j'ai l'impression que ça dépend du réflexe que j'utilise, évidemment.
Mais oui, il y a beaucoup de choses que moi je me reconnaissais dans ce que si tu peux. Et, même si parfois, c'est vrai que, disons, j'ai l'impression d'une échelle des mêmes par rapport à la facilité de comprendre les références et aussi dans l'accessibilité, par exemple, quand on parle d'une personnalité politique, d'un discours qu'on réutilise pour soit être ironique ou quoi, parfois ça devient plus facile d'accès, tandis que parfois ça devient très niche sur un point très précis. Tu vois, il arrive à se diffuser, parfois il sortir même du contexte, mais qui est par d'une base très, très, très niche, hein, souvent parfois un sujet de communauté, hasard. Oui, il y a des références à la politique qui ne sont pas seulement avec des références culturelles, ça qui nous échappe. Et donc, donc, tu envoies beaucoup de, et c'est surtout pour la fatigue. Et quand tu envoies des mêmes politiques, tu cliques aussi des mêmes dans le téléphone. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très proche, un peu de vérité, mais c'est pas arrivé. Est-ce que tu le fais je sais pas, dans quel but? Est-ce que tu es d'accord ou parce que parfois on peut publier aussi les mêmes politiques quand tu n'es pas d'accord et donc tu fais susciter de l'indignation? Je pense que c'est possible. Enfin, moi, personnellement, plus c'est. Enfin, j'ai même envie, je pense que c'est plus rare de poster un mème où on n'est pas d'accord. Généralement, pour moi, c'est qu'on véhicule une idée avec laquelle on est souvent en conformité avec. Et justement, c'est soit pour critiquer ou quoi, ou parfois tu veux republier ce qu'elle dit quelqu'un, ou juste parfois, j'ai l'impression qu'il y a parfois des mêmes politiques qui sont réutilisées sans forcément un but politique. Comme par exemple, un politique a dit une phrase un peu pas sens, peu importe le parti dont on fait en partie, et on la republie juste vraiment côté humoristique. Mais c'est vrai, et tu as posé une question que je n'ai pas traitée, mais on a vu on a des débats. Bon, pour moi, j'ai vu des débats parmi les politologues de comment, qu'est-ce qu'un même politique? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait un politique dedans, ou ça doit porter sur une question politique? Justement, je voulais te poser la question, parce que tu n'as pas trop abordé cet angle-là dans ton approche, mais est-ce que toi et tes collègues avec qui vous travaillez là-dessus, bah, je veux dire notamment, vous avez abordé l'aspect argumentatif de ça, parce que l'aspect politique se trouve là-dedans, finalement. Le fait que ce soit des objets utilisés en argumentation, finalement, ou dans une forme d'activisme politique, même très, très passive, parce que quand il s'agit de juste liker des trucs, Oui, c'est léger, c'est ça. Il y a un degré d'attentivité qui est assez faible, comme tu disais. Mais c'est tout le travail d'Anayala aussi sur les mêmes politiques et allez, à la question peut-être que mes collègues avec qui on travaille sur le projet Arenas, qui étudie ça, mais en termes de narratif. Donc ça fait circuler comme narratif politique. Non, j'ai jamais étudié les mêmes dans les contextes, parce que pour faire ça, faut les étudier dans les débats, bon, comme objet conversationnel, des déclencheurs de conversation, c'est-à-dire dans leurs environnements de publication. Non, j'ai jamais pris en compte. J'ai toujours étudié les mêmes. C'est intéressant parce qu'elle n'est pas forcément comme ça. Elle part des mêmes et vraiment avec les théories sur l'humour notamment. C'est censé être humoristique dans des cas, presque. Presque pas, mais ouais. Et comment en fait ça n'est pas que ça et les montres, c'est aussi en général on le diffuse parce que c'est ce que vous venez de dire, il y a un propos politique qu'on veut, un minima auquel on s'affilie et donc qu'on transmet quoi. Et elle fait ça avec une série de mèmes Chad versus Mais elle n'avait pas pris en compte les débats suscités par les. Je ne crois pas, non. Ce qui intéresse, ce n'est pas les commentaires. C'est de montrer toute la variété de ce mème-là, par exemple, qui est mais c'est même difficile. Proposé en permanence. Et ce que je trouvais vachement intéressant, c'est que c'est un mème qui est, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, le Chad versus Virgin, le gars qui a l'air ultra viril et très carré, puis le gars qui a l'air tout le contraire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mème qui est aussi utilisé à gauche comme à droite, en réalité. Et à gauche, ça fait. Non, on pourrait comprendre que c'est un même utilisé à droite, c'est très conservateur, c'est très, ça fait circuler des formes de masculinité qui sont archétypales et stéréotypiques. Et en même temps, c'est aussi utilisé à gauche, dans le même genre de circonstances, donc ça véhicule
un peu les mêmes genres d'archétypes, en vérité, même si c'est les mêmes de gauche. Oui. Donc il y a tout un travail là-dessus qui est, je trouve, Oui, oui, intéressant. mais ça, c'est pas. Oui, j'ai un peu dit un peu à la fin, mais c'est exactement ça. C'est plus l'idée de réappropriation. Ouais. Mais c'est. Il y a un soubassement idéologique Permis qui de impacte véhiculer, oui, oui. énormément. Et c'est un peu la question, qu'est-ce qu'on mène? Donc, on revient là, ce qui m'obsède. Comment est-ce qu'on peut définir? Parce qu'il y a toujours un. Enfin, tu vois, ça véhicule la même idéologie après, hein, mais c'est autre chose. Ça véhicule bien notre point de vue. Et, sans- Je trouve justement sur ce point, en plus avec Chad versus, c'est vrai que de base, même si on en prend vraiment l'origine vraiment profonde, de base c'était vraiment un mème vraiment très nationaliste, parfois très extrémiste sur le jeu. Il a perdu cette connotation, j'ai l'impression, au fil du temps, en étant ridiculisé justement par un peu tout le monde. Et du coup, comme vous parlez de l'appropriation, ce genre de choses, avec des points de vue bah, qui peut changer, ou, ce genre de choses, ou parfois le créateur il avait un point de vue, et ce même point de vue, j'ai l'impression, parfois, il disparaît. J'ai l'impression que c'est fait au fil du temps. Non, mais c'est très intéressant ce que tu as dit parce que les mêmes sont nés dans des communautés anonymes qui étaient des communautés d'extrême droite. Et donc, et puis, mais finalement, maintenant, ceux qui créent les mêmes politiques, ce sont surtout, bon, j'ai trouvé beaucoup plus de mêmes de gauche que de droite, mais ça dépend aussi peut-être des, vous savez, des algorithmes de mon profil. Mais c'est justement, c'est la gauche produit, hein, les mêmes, alors qu'ils sont nés dans des groupes d'extrême droite anonymes. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu parler oui, hein, c'est des groupes d'extrême droite différents qui bon, s'appelaient Alliance, qui n'avaient pas de pays. Et ça, c'est intéressant parce que le même est donc né comme une création euh, sans nom, sans auteur. Alors que puis tout a été, tout s'est modifié, c'est élargi. Moi, ce qui m'avait un peu. C'est. Moi, je ne sais pas trop quoi faire de même comme celui-là. Parce que s'il ne critique pas vraiment, il. Tu n'as quand même pas l'impression que c'est ridiculiser les personnes affichées. Oui. Donc le simple fait de la ridiculiser, il y a quand même une portée enfin, à tout le moins une lecture critique. Oui, On ridiculise pas. mais il n'a pas de véritable, disons, délégitimation de son point de vue, de son travail, mais je me demande parfois si, comme par exemple beaucoup de, en Italie, on a eu beaucoup de mèmes de Salvini, sur Salvini, et qui a dit des trucs un peu forts parfois, hein, bon, de la Ligue du Nord, je ne sais pas si vous connaissez un peu, vous avez déjà entendu. Et sa ridiculisation, par exemple, a fini par faire accepter, c'est un peu ce qu'on disait oui, par- c'est vrai que maintenant on pense, bon nombre de personnes pensent à Salvini et on rigole parce qu'il dit, parce qu'il était ridiculisé à tel point il est entré quand même, sans dire, ses discours ont été un peu banalisés. On a on ne voit plus parfois la portée de ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'ils ne sont pas difficilement passables. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en ridiculisant les politiques, ça les délégitimé vraiment, mais on fait passer des discours qui peuvent être des discours de haine, si vous voulez. Hein. Et, Je comprends ce que tu veux dire sur le principe c'est un peu ce principe publicitaire, tu sais, dans le discours, ça reste de la pub. ça fait C'est-à-dire ça. que tu fais circuler un truc, même si c'est pas ton modèle. Oui. Ou Et même ça pour le rend, critiquer. oui, et ça rend pas ça. Et tu fais circuler ces discours. Hein, tu verras Il y avait eu ce gros débat à propos, c'était pas du même, mais à propos du, tu sais, le narratif du grand remplacement en France.
Parce qu'il y a 2 ans, une émission du service public avait fait une grosse émission critique là-dessus. Mais du coup, enfin, d'une certaine manière, même si c'était une heure critique sur ce narratif, ça le légitimait d'une certaine manière comme un objet politique digne de débat. Et donc, forcément, il y a forcément ce truc du est-ce qu'il ne faudrait pas en parler du tout pour éviter de le légitimer comme un objet politique ou pas. Je sais pas. Ça faisait de la publicité en Oui, quelque ça, sorte. ça. Oui, ça faisait la publicité de Ouais. l'annonce, c'est ça. D'une certaine manière, dans le truc, on peut questionner aussi la force d'iconicité, je sais pas, ou de transformer en icône quelque chose. Ça vaut peut-être aussi pour Salvini, je sais pas, mais c'est ce principe-là. Est-ce que c'est nécessairement critique ou est-ce qu'au contraire, on est en train de construire une forme d'icône? Oui, mais c'est des questions qui se sont posées sur les politologues. Madeleine Bracciani, les politologues, effectivement. Moi, ça me rappelle un politicien américain, J.D. Vance, qui s'était fait beaucoup de mèmes à un moment, il y a cela quelques années. Souvent, l'image qui revenait souvent, c'est des vues avec soit les joues vraiment immenses, la sucette en main, plein de trucs comme ça. Et un jour, il a posté un tweet de cette image de lui-même, et ça a explosé en like, ça a été partagé par tout le monde. Et il y a des gens, et ils sont devenus plus. J'ai envie de dire, plus amical envers lui. Le discours passait mieux de ce qu'il racontait finalement. Et du coup, on passait d'une espèce de moquerie de lui, en le faisant passer pour enfantin. Il a réutilisé et finalement, ça a produit juste l'effet inverse. Ah oui, c'est un effet que c'est répandu. Oui. Ah, Manu. Merci beaucoup pour cette présentation. Au niveau de votre présentation, vous avez mentionné la notion de viralité. Et en parlant de temps, circulation et réseau, j'aimerais juste savoir quelle est la différence précise entre viralité et partageabilité dans votre approche. Oui, Ça, c'est la première question. oui, alors c'est. Oui. Ah, Et la deuxième question, c'est que peut-on considérer les mêmes comme une nouvelle forme de discours politique? une nouvelle forme De discours politique. Alors, la différence entre partageabilité et viralité, c'est. Alors, déjà, la partageabilité n'est pas une notion qui est utilisée par les informaticiens. Hein, ils utilisent la viralité. Et la viralité, en étudiant la viralité à partir de ces 3 formes. Donc, les nœuds, hein, les réseaux, le temps, hein, donc de partage d'un élément, et le nombre de commentaires que les... oui, et donc, qui transmet qui, etc. Et le nombre de commentaires. Et donc, ce sont 3 critères qui sont utilisés dans les études informatiques pour étudier le degré de viralité dans l'objet. Hein, en ligne. La notion de partageabilité n'est pas utilisée par les informaticiens déjà, c'est le paradigme de la viralité. Et c'est une notion qui dit simplement, qui insiste sur le fait que là, il ne propose pas de mesuration, okay, mais qui propose une étude qualitative des contenus partagés. C'est une notion qui se pose, à mon avis, plutôt en complémentarité avec celle de la femme, si vous voulez, qui représente des mesures. Alors, il y a une question, ça fait, est-ce que c'est une nouvelle? Oui, alors, c'est pas. Je dirais que les politologues, alors là, je vous avais mis un peu de formules utilisées essentiellement par des politologues pour des études en politique. Et je dirais qu'eux, ils sont plutôt d'accord sur le fait que la Vienne constitue une nouvelle forme de fait politique. Oui. C'est. Il parle. Alors, Madeleine Berchal, je l'ai.
beaucoup apprécié, d'abord parce que c'est un livre entier, donc où ils expliquent un peu ce fonctionnement. Et ils disent, ils parlent justement de cet activisme, que si les mêmes n'amènent presque jamais à des mobilisations hors ligne, et ce qui n'est pas complètement, ce qui n'est pas exclu, parce que parfois, vous le savez, le mouvement libre, par exemple, c'est vraiment une mobilisation libre, à partir de mais c'est un type d'activisme qui, le fait de partager des créés d'eux-mêmes a permis quand même de sensibiliser, de toucher un plus large public et de sensibiliser à des questions politiques, à des questions sociales, d'atteindre un plus large public. C'est ça, disons que ça. Hein, oui, et puis ben justement, c'est un pays, bon, dictature. Hein, on t'interdit la représentation d'un peuple. Cela me semblait un signe un peu de l'importance de jouer là, ce type de politique. Je vais te poser une question. Oui. J'aimerais t'entendre sur le dialogisme bakhtinien et sur son influence sur l'interprétation des mèmes. Ah. Alors, parce que tu as pensé au dialogisme bakhtinien Oui. pour Notamment au tout début, quand tu as posé la question de savoir quel était le point oui. commun. Voilà, Oui, voilà. Oui. J'ai pensé Oui. à l'intertextualité. Et oui, voilà. Et oui, tu dialogisme. as raison. Donc, un peu ce que tu peux me dire, c'est de proposer, de chercher pour une définition des mêmes, c'est de chercher dans le dialogisme bakhtinien. Peut-être, ça pourrait être une piste. Oui. Je sais pas, en tout cas, moi, je l'ai perçu ainsi. Oui. Oui, mais effectivement, c'est ça. Parce qu'il y a des éléments qui restent les mêmes, mais qui sont reconnaissables, se parlent, disons, d'un même à l'autre. Je repense à une étude d'une collègue, Elżbieta Bialska, qui a étudié les mêmes politiques en Pologne. Et effectivement, il y a cette idée, elle part comme tu l'as montré ici, Oui. elle part d'un même, et puis ensuite elle montre comment ce même est dérivé, Oui, dans différents supports, comment on change le texte qui l'accompagne. Oui. On a parlé un petit peu quand tu disais que dans le même et comment il est retransformé et tout ça, il y a une partie qui est figée. Il y a une espèce de sens figé ou de figement. Certains auteurs parlent de enregistrement, d'enregistrement, en français ça donne un peu bizarre. Donc comme si un certain sens se sédimente, tandis qu'une partie évolue et s'adapte et un peu. C'est une sorte oui, c'est une sorte de matrice qui nous permet, je pense, de permettre de reconnaître, ce n'est pas un genre, c'est de reconnaître un schéma discursif, si tu veux. C'est un schéma, une orientation aussi. Parce que tu peux déjà imaginer, en regardant cette même, la place, bon, le point de vue qui est sous-énoncé sans lire le même, sans lire le texte. Mais ça dépend vraiment du type, du schéma, du cadre mimétique qui est exploité. On le voit très bien aussi quand le maître de frappant dénoncé dans une mission télévisée, ça devient aussi d'autres objets que des mêmes. Donc, mais même des graffitis. On trouvait des graffitis pendant le Covid en Europe, un peu partout en Italie. Donc, ce passage, hein, ça me fait penser, donc, je reprends l'ouvrage de Manguenot, 2012, et les phrases en texte, où Anand Pors, qui deviendrait une citation, je cherche le terme, l'aphorisation primaire, puisqu'on n'a plus besoin de faire référence à l'origine de son énonciation, elle devient
ce que Mangano appelle une participation scripturaire. Oui, Voilà, ça participation, fait partie oui, c'est devenu de l'histoire du participation. patrimoine mémoriel d'un pays. Oui, c'est presque devenu comme ça, mais je pense que aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a 6 ans, encore aujourd'hui, quand on dit un emploi, c'est ça, c'est devenu presque une cotisation pénale. Oui, oui, c'est très- Et c'est le procédé mémétique qui voit de recontextualisation, de réadaptation à l'intérieur de l'univers mimétique, mais aussi et ce qui arrive un peu toujours avec les hashtags aussi, qu'on trouve aussi. Donc, ça fait compénétration en ligne et en ligne. Et c'est un peu le même principe mimétique, donc de reproduction du même tout en modifiant. Voilà. Y a-t-il une dernière question? En ligne ou en présentiel ici à Aix? Bon, tu nous as montré que c'est un sujet qui est loin d'être épuisé. Ah oui, non, c'est ça, c'était. Oui. C'est basé sur la créativité aussi et sur la réutilisation que les internautes font de ces discours qui circulent. Donc, je pense qu'il y aura d'autres séances au sein du séminaire ISSMDA sur l'étude des mèmes. Voilà. Tu étais le deuxième conférencier invité sur cette thématique, après l'Event Val de la Note en 2022. Donc, ça montre aussi la pertinence de ce sujet. Et puis, les publications, comme je l'ai dit en introduction, les publications sur ce sujet sont nombreuses. Donc, ça montre aussi toute la vitalité de la recherche sur les mèmes. Et je vais peut-être conclure la séance s'il n'y a pas d'autres questions. En te remerciant une nouvelle fois pour ta très belle présentation et qui a suscité beaucoup de questions. Je vais... Merci. Ceux qui sont alignés, merci. Je reçois de très nombreux remerciements. Donc, on peut t'applaudir une nouvelle fois. Donc, avant de conclure, je vais remercier toutes les personnes présentes, aussi bien en ligne qu'à Aix-en-Provence, pour cette séance de séminaire.